Il y a un produit qui revient régulièrement à la une de l'actualité et qui pose toujours polémique, l'aspartame. C'est pour cela que j'ai décidé dans cette vidéo de vous montrer comment il a été inventé, pourquoi encore aujourd'hui c'est le symbole des liens entre les lobbies industriels et les autorités publiques, pourquoi les accros au Coca Light pourrissent leur santé et on verra tous les ingrédients que contient une canette. Et enfin, on regardera ensemble s'il peut y avoir certains produits naturels qui peuvent être intéressants pour remplacer ces édulcorants de synthèse. Mais avant tout, regardons ensemble qu'est-ce que l'aspartame. Alors l'aspartame est un édulcorant de synthèse qu'on trouve sous le code E951 sur les étiquettes en Europe, qui a un pouvoir sucrant 200 fois supérieur au sucre normal, et il est composé de trois choses: d'acide aspartique, d'où son nom, de phénylalanine, un autre acide aminé, et de méthanol. Alors les deux premiers, acide aspartique et phénylalanine, sont des acides aminés qu'on trouve effectivement sous forme naturelle dans des aliments comme la viande. Mais avec une grosse différence, c'est que dans la viande, ils sont liés à une protéine et donc forcément, sous forme d'aspartame dans des sodas ou des yaourts, il va être métabolisé de manière complètement différente. Et il y a un autre problème, c'est que lorsqu'on le chauffe, l'aspartame se décompose en un autre produit avec un nom un petit peu compliqué, dicétopyperazine. Donc il perd son pouvoir sucrant et en plus, ce nouveau composé chimique est soupçonné d'être aussi cancérigène. Mais où trouve-t-on l'aspartame? Dans plus de 6000 produits de consommation courante, que ce soit des soda light, des yaourts 0%, des chewing-gums ou même des médicaments, et notamment des médicaments pédiatriques, sous prétexte que les enfants ont besoin d'un goût sucré pour avaler des médicaments. Dernier point, mais qui peut avoir son importance, 90% de la production mondiale aujourd'hui d'aspartame est réalisée en Chine. Pour comprendre la polémique que pose encore aujourd'hui l'aspartame, il est fondamental de savoir comment il a été inventé et tout l'historique qui a mené de sa découverte à son autorisation de mise sur le marché. L'aspartame a été découvert en 1965 par un chimiste de la société Searle, une entreprise pharmaceutique, alors qu'il travaillait sur un médicament anti-ulcère. Donc c'était complètement par hasard. Mais l'entreprise Searle, sentant le potentiel commercial énorme de ce produit, a fait une demande de mise sur le marché en 1974. La FDA, la Food and Drug Administration, l'autorité publique chargée d'autoriser sur le marché tout ce qui est aliments, additifs ou médicaments, a accepté l'aspartame pour les produits secs. Mais sous la pression d'associations de consommateurs et de médecins, notamment un psychiatre qui venait de faire des études de son côté sur l'aspartame et ses effets sur le cerveau, la FDA a été obligée de créer un groupe de travail, une task force, spécialement dédiée à valider ou non les études du fabricant sur l'aspartame. Et au bout de quelques mois, ce groupe de travail a rendu un rapport de plus de 500 pages montrant explicitement que les études du fabricant de Searle, celles qui ont donc permis l'autorisation de mise sur le marché, étaient bourrées d'erreurs. Notamment, par exemple, on peut voir que une semaine, une certaine souris était atteinte d'un cancer, la semaine d'après, par miracle, elle n'avait plus de cancer, ou une souris, une fois, était morte, une autre fois, elle était vivante, enfin, bourrée d'erreurs dans tous les sens. Dites-moi, dans votre étude, là, cette souris-là, elle a un cancer? Je sais pas quoi vous parler. Et donc, au vu de ce rapport, la FDA a bien entendu retiré l'autorisation de mise sur le marché en 1976, donc à peine une bonne année plus tard. À partir de là, deux choses vont se passer. Premièrement, Searle va de manière répétée continuer à faire des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour l'aspartame et deuxièmement, va engager comme PDG Donald Rumsfeld, que la plupart d'entre vous connaissent. C'était le même Donald Rumsfeld qui était secrétaire d'État à la Défense de 2001 à 2006 sous l'administration Bush.
Déjà à l'époque, il avait un très gros carnet d'adresses à Washington, et donc pour ses capacités de lobbying, Searle l'a engagé en 1977. Quelques années plus tard, en septembre 1980, la FDA émet encore un rapport où on peut lire noir sur blanc qu'ils sont absolument incapables de garantir que l'aspartame est sans danger. Mais 2 mois plus tard, gros changement, Ronald Reagan est élu président des États-Unis. Que se passe-t-il? Comme toujours, il y a une équipe de transition chargée de nommer tous les nouveaux directeurs au niveau des postes de hauts fonctionnaires à Washington. Et dans cette équipe, qui retrouve-t-on? Donald Rumsfeld, toujours PDG par ailleurs de Searle, qui ne va pas se gêner pour changer le directeur de la FDA pour quelqu'un beaucoup plus proche de ses vues. Et comme par hasard, bingo, 6 mois plus tard, l'aspartame est autorisé à nouveau pour les produits secs et quelques années plus tard sera autorisé pour les boissons et tous les produits au final. De là, c'est l'effet boule de neige. On a d'abord le JECFA, qui est un organisme conjoint entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU, donne aussi un avis positif quelques mois plus tard avec une DJA, une dose journalière admissible de 40 mg par kilo de poids corporel, alors que les États-Unis, eux, avaient accepté avec une DJA de 50 mg, mais en se basant exactement sur les mêmes études, donc déjà première incohérence. Et la même année, c'est accepté en Europe, et il faudra attendre 1988 pour que l'aspartame soit autorisé en France. Je finirai juste ce petit historique en disant que Searle a été racheté en 1985 par le groupe Monsanto, le leader mondial des OGM bien connu par ailleurs. Et donc jusqu'en 2000, époque à laquelle il a été revendu et séparé en plusieurs entités, la société Searle a donc pu bénéficier de toute la force de frappe du groupe Monsanto. Et notamment, c'est très intéressant, il y a quelques mois, vous avez peut-être entendu parler de Wikileaks avec tous les câbles diplomatiques américains qui ont été rendus publics. Et on voit très clairement que Monsanto et la diplomatie américaine sont liés complètement et que Monsanto bénéficie de l'appui clair et net pour son développement des diplomates américains. En résumé, depuis 30 ans, vous avez bien compris, l'aspartame est autorisé avec une DJA qui est basée sur des études bourrées d'erreurs et qui en plus n'ont jamais été rendues publiques. Petit bond en avant, regardons spécifiquement ce qui se passe aujourd'hui et en Europe. Depuis 2002, l'agence chargée de donner son avis sur tout ce qui est aliments et additifs est l'EFSA. Avant même de regarder quel est leur avis sur l'aspartame, regardons déjà quels sont les experts qui composent l'EFSA. Alors déjà, on a la présidente, Diana Banati, qui jusqu'en 2010 était également membre du directoire d'un organisme qui s'appelle l'ILSI, qui est en fait un groupe de lobbying qui regroupe d'un côté tout ce qui est leaders mondiaux des OGM, comme encore une fois nos amis de Monsanto, BASF, et également des géants comme Coca ou Nestlé. Et donc, sans aucun problème, pendant des années, elle a été à la fois présidente de l'EFSA et membre du directoire de ce lobby. Heureusement, des députés écologistes européens ont découvert cet énorme conflit d'intérêts et sous la pression, elle a démissionné de l'ILSI, mais à aucun moment, elle n'a été inquiétée par rapport à son poste à l'EFSA. Et personnellement, je trouve ça absolument hallucinant. Tout récemment, cet été-là, été 2011, 2 nouveaux membres, 2 experts qui viennent d'être nommés dans le groupe, spécialement le groupe chargé d'étudier les additifs alimentaires, ont été également dans le passé membres et conseillers de ce même lobby, l'ILSI. Enfin, encore une fois, un conflit d'intérêts hallucinant. Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Est-ce qu'ils ont dû démissionner? Absolument pas. Toujours aucun problème.
Et la liste des conflits d'intérêts pourrait être encore très longue, mais je finirai juste par un dernier exemple, parce qu'en France, c'est pas forcément mieux. La personne qui, pendant plusieurs années, a été responsable du groupe additif alimentaire à l'AFSA, qui est l'autorité sanitaire chargée pour la France de l'autorisation de mise sur le marché des aliments et des additifs. Donc la personne qui était responsable du groupe additif, Dominique Parent-Massin, était en même temps, sans aucun problème, conseillère auprès de Coca et d'Ajinomoto, l'un des plus gros fabricants d'aspartame du monde. Donc, bref, vous avez compris où je veux en venir. Et donc vous n'avez aucun conflit d'intérêt à déclarer? Non, aucun. Maintenant qu'on a vu ensemble à qui on avait affaire, regardons leurs avis sur l'aspartame et notamment sur les études les plus récentes, particulièrement deux qui ont fait beaucoup parler d'elles en 2010. On a premièrement une étude de l'Institut italien Ramazzini, qui est un institut de recherche environnementale, qui a montré sur plusieurs milliers de souris une hausse du nombre de cancers, notamment du foie et du poumon, chez les souris mâles lorsqu'elles ont été exposées à une dose de 20 mg par kilo, c'est-à-dire 2 fois moins que le maximum autorisé, depuis le stade de fœtus jusqu'à leur mort. Quelle a été la réponse de l'EFSA? C'est assez drôle, hein, que les souris d'origine suisse utilisées dans l'étude étaient connues pour être plus sujettes à des cancers spontanés. J'ai cherché des données sur le sujet, moi j'ai personnellement rien trouvé et je dois avouer qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. On a une deuxième étude danoise, celle-ci, qui, en partant de statistiques publiques, a pu déterminer sur plus de 60 000 femmes qu'il y avait un risque accru d'accouchement prématuré s'il y avait une consommation régulière de soda light. Et donc, eux, ils ont émis l'hypothèse que par rapport au soda light, c'était l'aspartame et notamment le méthanol qui est contenu dans l'aspartame qui pouvait poser problème. Et là, la réponse de l'EFSA a été oui, peut-être, on ne sait pas, il faut des données complémentaires, on verra plus tard. Donc, bon, pas beaucoup non plus de prise de risque et d'engagement. Mais le pire, et ce que je trouve complètement hallucinant, c'est qu'il n'y a aucune cohérence dans leurs avis, car autant ils disent que par exemple les études italiennes ne respectent pas parfaitement les bonnes pratiques de laboratoire, ce sont des critères à suivre explicitement si on veut faire des études reconnues et publiées dans des grands journaux scientifiques, donc ce qu'on appelle des BPL, bonnes pratiques de laboratoire. Mais par contre, le fait que à la base, à l'origine, l'aspartame a été autorisé en se basant sur les études de Searle qui, par définition, il y a 35 ans, ne pouvaient pas respecter les BPL qui, elles, sont beaucoup plus récentes, et en plus, déjà à l'époque, étaient considérées comme bourrées d'erreurs. Ça, pour eux, pour l'AFSA et l'EFSA, ça ne pose aucun problème. Mais ce que je trouve le plus comique, c'est que récemment, le RES, le Réseau Environnement Santé, qui est une association en France qui regroupe plusieurs grandes ONG environnementales et plusieurs médecins et nutritionnistes. Eh bien, le RES a demandé à l'EFSA de leur envoyer ces fameuses études originales de Searle sur lesquelles tout est basé. Quelle a été la réponse de l'EFSA au bout de quelques semaines? Ah ben, en fait, on ne trouve pas le dossier, on ne trouve pas les études, on les a pas. D'accord? Et ils ont mis quand même 6 mois pour enfin retrouver et mettre la main sur ces fameuses études. Donc déjà, quand même, ça pose, je trouve, un certain problème de crédibilité et de sérieux. Et je ne parle même pas des études qui, depuis 30 ans, ont pu montrer des choses comme une influence sur les troubles de l'humeur, en perturbant la production de sérotonine, ou d'autres effets de neurotoxicité. Il y a même des études qui ont montré un effet de stimulation sur l'appétit, notamment une étude de l'Université du Texas qui montre que les personnes consommant régulièrement des soda light avaient plus 65% de chances d'être en surpoids que ceux qui n'en consomment pas. Et donc au final, cela me rend fou quand j'entends des nutritionnistes célèbres défendre corps et âme
l'aspartame sous prétexte qu'il vaut mieux prendre des produits avec de l'aspartame plutôt que des produits sucrés qui favorisent l'obésité. Mais moi je réponds, et pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Autant ne choisir aucun des deux et manger simplement sainement des produits naturels, bruts, et se passer à la fois de sortir de ce schéma d'avoir tout le temps besoin d'un goût sucré. Il faut juste simplement s'habituer à se passer de ce goût sucré. L'aspartame, pour être clair, n'a aucun bénéfice, n'a jamais montré dans aucune étude sérieuse sa capacité à accompagner une perte de poids. Et en conclusion, juste sur cet aspect des études sur l'aspartame, on peut voir que d'un côté, on a toute une série d'études avec un financement public ou indépendant qui, pour plus de 90% d'entre elles, montrent qu'il y a des problèmes avec l'aspartame. Et de l'autre côté, comme par hasard, on a toutes les études financées par les industriels qui disent que l'aspartame ne pose aucun problème. Comme c'est un produit mondialement consommé et que je suis sûr qu'il y a plein d'accros parmi vous, je voudrais vous montrer, par exemple, quels sont les vrais ingrédients du Coca Light. Alors, dans le Coca Light, vous avez déjà de l'acide phosphorique, qui est une substance très acide qui va donc favoriser l'ostéoporose ou les insuffisances rénales. Il y a du caramel, mais ce n'est pas du caramel maison, hein, c'est du sucre chauffé au sel d'ammonium. Il y a également du benzoate de sodium, qui favorise l'hyperactivité chez les enfants. Dans la canette, il y a bien sûr du bisphénol A dans le revêtement à l'intérieur, donc le même produit qui pose des problèmes de fertilité qu'on trouve également dans les plastiques. Et enfin, on a donc le fameux aspartame, mais aucune idée de la quantité, et un autre édulcorant de synthèse, l'acésulfame K, qui est bien pire que l'aspartame, notamment au niveau de ses risques de cancer. Et aspartame plus acésulfame K, il y a un risque d'effet cocktail dont on n'a également aucune idée. C'est la victime? Oui, chef. La femme de ménage l'a retrouvée à 13h24. Je crois qu'on a trouvé notre tueur. Alors, comme je vous vois venir, non, il ne vaut pas mieux boire du coca normal. Car, à part l'aspartame qui est remplacé par du sucre, tous les autres ingrédients sont les mêmes. Et en fait, c'est le même type d'ingrédients qu'on va retrouver dans les différents sodas. Donc, si vous êtes vraiment accro au soda, essayez d'arrêter et de remplacer, car c'est souvent le geste avant tout qu'on a besoin de remplacer psychologiquement. Donc, remplacer par un verre d'eau gazeuse, une bonne eau gazeuse comme Kézak, avec un petit peu de jus de citron. C'est ce que je recommande toujours à toutes les personnes que j'accompagne et vraiment, je peux vous assurer que ça marche très bien. Pour finir, je voudrais vous parler des différents édulcorants naturels et sucres qui peuvent exister et remplacer l'aspartame pour vraiment ceux d'entre vous qui sont les plus accros au goût sucré. Alors, on a tout d'abord la stevia. Je pense que maintenant beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. La stevia à la base est une plante d'Amérique du Sud qui a déjà naturellement un goût très sucré. Les tribus amazoniennes l'utilisent depuis très longtemps et on trouvait déjà des feuilles séchées dans certaines boutiques spécialisées en Europe ou aux États-Unis. Mais au Japon, cela fait 30 ans qu'ils utilisent l'extrait de la plante qui donne ce goût sucré sous forme d'édulcorant. Par contre, pourquoi c'était interdit aux États-Unis et en Europe? On ne sait pas trop pourquoi, mais vraisemblablement c'est sous la pression du lobby des producteurs d'aspartame qui ne voulaient pas voir arriver un concurrent sur le marché. Mais comme par miracle, en 2008, la FDA a autorisé l'utilisation de la stevia comme édulcorant naturel dans les produits secs ou les boissons. Alors pourquoi ce revirement? Eh bien, ceux qui avaient fait la demande d'autorisation de mise sur le marché de la stevia aux États-Unis n'étaient autres que Pepsi et Coca qui voulaient pouvoir l'utiliser dans leurs boissons
vu qu'ils sentaient bien que le vent commençait à tourner et que les consommateurs réclamaient des produits plus naturels. Et encore une fois, comme par magie, une fois que la FDA a autorisé la stevia aux États-Unis, l'Europe a suivi juste derrière. Alors jusqu'à présent, aucune étude n'a montré des problèmes de santé par rapport à la stevia comme avec l'aspartame, mais la marque que vous trouvez le plus souvent au supermarché, la marque Purvia, donc même également une marque très présente de plus en plus sur les tables des cafés. Elle ne contient même pas 2% d'extrait de stevia, et surtout c'est une marque qui appartient au groupe Mérissant, qui est issu des anciennes activités édulcorants du groupe Searle. Donc aujourd'hui c'est également ce groupe Mérissant le propriétaire de Canderel, l'aspartame que vous trouvez au supermarché. Et ce groupe, pour finir, est financé en partie par Pepsi, l'un des leaders mondiaux des sodas et très gros utilisateurs de la stevia de plus en plus, mais également de l'aspartame. Et donc, pour finir, cette histoire ne peut se conclure que d'une seule manière assez claire. L'aspartame, dans quelques années, va finir par être interdit, mais pas avant que la stevia l'ait remplacé dans la plupart des produits. Et quand les industriels se sentiront prêts, ils lâcheront au niveau du lobbying l'aspartame, et à ce moment-là, les agences comme l'EFSA pourront l'interdire. Comme autre édulcorant naturel, on a le sirop d'agave, qui est issu de la sève d'un cactus du Mexique, qui a un pouvoir sucrant très élevé. Donc c'est un remplaçant intéressant également du sucre, mais il ne faut pas non plus trop en abuser, car il contient essentiellement du fructose, et une cuillère à café grand maximum par jour est une bonne dose à ne pas dépasser. On a comme produit plus naturel le miel, très intéressant également, qui a d'autres propriétés que son pouvoir sucrant comme certains antioxydants. Donc pourquoi pas par exemple une demi-cuillère de miel dans votre thé. Et pour finir, dans tout ce qui est pâtisserie, on a certains sucres comme le sucre de canne complet qui est vraiment beaucoup plus intéressant que le sucre blanc standard que vous trouvez au supermarché, qui est du sucre de betterave qui a été blanchi à coups de produits chimiques. Mais je tiens quand même à conclure sur une chose, c'est que de toute manière, il faut absolument sortir de ce besoin de produits sucrés. Il faut savoir que des études ont montré que le goût sucré agit sur le cerveau dans les mêmes zones de plaisir que la drogue. Le sucre, c'est vraiment presque comme une drogue. Donc il faut vous sevrer, vous désintoxiquer, et plus vous mettrez de l'effort à vous passer de sucre, moins l'envie se fera sentir, et au final vous verrez, vous en passerez très bien. Donc que vous soyez accro au Coca Light ou non, laissez-moi des commentaires sous cette vidéo, et si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre ma page Facebook. À bientôt.